bienvenue à cette deuxième table ronde qui sera dédiée au métier de la finance et de la nouvelle économie. Je tiens en votre nom et au nom du groupe El Bilia à remercier nos prestigieux invités. Alors, ce sont des cadres parmi ceux qui font la fierté, bien évidemment, de notre pays. Alors, effectivement, votre nom, au nom du groupe, je tiens à les remercier chaleureusement pour avoir sacrifié une partie de leur week-end. Pour venir échanger avec vous et partager leur expertise. Alors, nous avons avec nous c'est Omar Fassal. Alors, s'il vous plaît. C'est Omar Fassal est responsable développement de l'investissement international à CDG Capital Group. Nous avons ensuite c'est Ali Btahi qui est président directeur général. Alors, s'il vous plaît, je vais vous rappeler quelque chose. C'est bien de souhaiter la bienvenue à nos invités en applaudissant, mais nous ne sommes pas au Parlement. Bon, le plus important, c'est de leur donner la possibilité de s'exprimer et le plus important, c'est que vous captiez le maximum de messages. C'est la chose la plus importante. C'est Ali Btahi, il est président directeur général de Vantage Payment System. Ensuite, il y a Hicham Alaoui Ben Saïd, directeur des risques de l'information et des sinistres, Hermès Akmar. Ensuite, c'est Rachid Achachi, consultant stratégie d'intelligence stratégique à la compagnie méditerranéenne d'analyse. Et avec nous aussi, c'est Badr Aman, qui est ingénieur spécialisé de la finance de marché. Il est trader. Alors, en fait, pour vous situer par rapport au contenu de cette deuxième table ronde, on va demander dans un premier temps à nos invités de vous situer par rapport à ces concepts de nouvelle économie de la finance, pour ensuite passer aux aspects qui sont en rapport directement avec l'orientation. On va leur poser la question de savoir si ce domaine, c'est un domaine élitiste, s'il est réservé, je dirais, à une élite, ou au contraire, c'est un domaine qui est ouvert au grand public, pour ensuite leur demander les cursus universitaires post-bac à suivre pour pouvoir intégrer ces domaines. Et on va terminer justement en parlant des métiers qui sont en rapport très étroit avec ces différents domaines. Donc, on s'attaque, si vous voulez bien, au premier point. Alors, on parle beaucoup de la nouvelle économie, on parle de la finance, et si on veut marier les deux, on peut parler de la nouvelle finance. Alors, peut-être le risque pour les bacheliers potentiels que vous êtes, c'est que nous vivons dans un monde en pleine mouvance, le changement est de plus en plus rapide, ce qui implique un certain nombre de risques en matière d'orientation. Par le passé, on choisissait en fait des formations en fonction des métiers qui étaient ou des profils qui étaient les plus demandés, les plus convoités, etc. Il semble que les choses aujourd'hui sont différentes, sont quelque peu différentes dans la mesure où pour faire le bon choix, il va falloir se projeter dans 5 ou 6 ans, où il va falloir peut-être benchmarker ce qui se fait ça et là aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France. Bon, avec nos invités, on va essayer d'abord de vous situer par rapport aux notions de nouvelle économie, de finance, éventuellement les différentes branches. Quand moi j'étais étudiant en finance, on faisait le distinguo entre finance de marché, finance d'entreprise. Est-ce que la même classification reste valable ou au contraire les choses sont devenues quelque peu compliquées? Voilà, et expliquer, situer nos chers bacheliers potentiels par rapport à un ensemble de nouvelles finances. On commence, si vous voulez bien, par Omar Fassal. Bonjour. Alors, j'aimerais, comme on a dit tout à l'heure, d'abord présenter un peu les profils et les parcours, parce que c'est quand même intéressant de savoir avec qui on discute un peu le parcours des gens, par où ils sont passés, surtout que vous êtes à une étape où la question principale sera de savoir ce que vous faites l'année prochaine. Donc moi,
J'avais eu mon bac en 2004, ça fait déjà 12 ans. Je commence à vieillir sans l'avouer. Mais donc j'avais eu un bac en série S à l'école Al-Jabre, donc après j'étais parti à Lyon. J'avais fait un master en ingénierie chimique à l'université de Lyon. Ensuite j'avais fait Sciences Po Toulouse en analyse du monde contemporain, et puis je suis passé par les bancs de l'EM Lyon en ingénierie financière. Donc le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est celui de responsable développement de l'investissement international chez CDG Capital, et c'est un poste qui est très intéressant pour comprendre un peu le sujet de ce débat-là, c'est-à-dire la mouvance qu'il y a dans l'industrie financière marocaine aujourd'hui, parce que mon poste à moi, il y a 5 ans, n'existait pas chez CDG Capital. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, l'investissement international chez CDG Capital n'avait pas lieu d'être, comme c'est le cas dans plusieurs autres organismes financiers au Maroc et plusieurs autres banques. Si à ce moment-là, j'avais postulé pour dire « je suis là pour faire la finance internationale », on m'aurait discrédité, on m'aurait placé ailleurs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine ouverture de tous les organismes financiers. Ça a démarré dans l'industrie dans laquelle je travaille, qui est celle de la gestion des fonds d'investissement, parce que depuis 2008, le ministère des Finances a autorisé les fonds d'investissement marocains à investir 10% de leurs actifs à l'étranger. Donc d'un seul coup, cette industrie financière qui consiste à gérer des actifs financiers à l'étranger est apparue. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ça s'est développé aussi, ce que vous voyez avec le niveau de développement des banques marocaines, qui sont aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, avec des produits nets bruts, des PNB qui sont à près de la moitié qui viennent de pays en dehors du Maroc. Donc ici, il y a cette expansion internationale. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi à travers un projet comme CFC, comme Casa Finance City, un projet qui avait démarré à un moment qui était assez difficile, il faut l'avouer, parce que lorsque ce projet-là avait été lancé, les banques européennes souffraient encore de la crise. Elles étaient dans des stratégies qui consistaient à se replier sur leur base aérienne, à se replier sur elles-mêmes. Donc il y a des Sociétés Générales, des BNP Paribas qui ont fermé leur présence dans plusieurs pays, en Égypte, dans d'autres pays africains, qui se sont désengagés de l'Ukraine, de la Russie, de plusieurs pays européens, parce que d'un seul coup, on leur avait mis en face des contraintes réglementaires qui étaient très importantes. Et donc il y avait ce mouvement de repli des organismes financiers qui n'étaient pas là pour aller vers l'extérieur. Et donc aujourd'hui, il faut avouer et rendre hommage au projet CFC, qui a, mine de rien, pu attirer plus d'une centaine d'entreprises et qui donc transforme fondamentalement l'industrie financière marocaine en quelque chose qui est complètement ouvert vers l'extérieur. Donc cet aspect-là d'internationalisation de l'industrie financière marocaine, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est réel, et c'est quelque chose qui se sent, même au niveau des métiers qui sont disponibles, puisque, comme je disais, mon métier à moi, qui est celui d'investir à l'international, n'existait pas, et puis que 5 ans après, c'est un métier qui a commencé à exister. Il y a d'autres aussi côtés de l'industrie financière dans laquelle je travaille qui bougent aussi très rapidement. On va aller assez rapidement, mais si vous prenez par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui finance participative, la finance islamique, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Si vous êtes diplômé avec un master en finance classique, vous ne comprenez presque rien à la finance islamique. C'est quelque chose qui vous est complètement étranger. Donc l'industrie change, et donc du coup les métiers qui sont en face changent aussi. C'est plus du tout les mêmes métiers. Il y a d'autres exemples, mais l'idée principale que j'aimerais vous amener et à laquelle j'aimerais vous faire adhérer, c'est que cette industrie financière-là change, qu'elle bouge, et lorsqu'elle bouge, les métiers qui sont disponibles en face bougent de la même façon. Bon, en fait, c'est à chaque fois la même question qu'on va poser à l'ensemble de nos invités. Ben, j'espère que vous avez retenu de l'intervention d'Elsa cette mouvance n'épargne pas la finance, et que bel et bien la finance est contrainte en fait de s'imprégner par cette mouvance. Il a donné 2 exemples en particulier, l'exemple de la finance islamique et le fait aujourd'hui que les institutions financières marocaines aient, en vertu de la loi, la possibilité de faire des investissements à l'étranger. C'est Btahi. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ali Btahi, je suis président directeur général d'un groupe qui s'appelle Unisystem et un autre groupe qui s'appelle Vantage Payment Systems. Et vraiment, je suis là, et pour la première fois, je réalise que ça fait 25 ans que j'ai eu mon bac, et que vous avez énormément de chance d'être ici,
et d'avoir ces tables rondes aujourd'hui, parce que nous, quand on a eu nos bacs, on n'avait rien de ça. كتجي كتقرا كدوز الباك كتعزل science ou la lettre ou كتاخذ science ou la lettre en se basant sur les frères, les sœurs, les voisins. Il n'y avait pas d'orientation. L'orientation est très importante pour vous parce que ça va orienter votre vie, ça va orienter le reste de votre vie. Vous pouvez devenir médecin, vous pouvez devenir ingénieur, vous pouvez devenir entrepreneur. Et vraiment, je dis bravo à El Bilia d'avoir organisé et d'organiser ces sessions toutes les années. Moi, j'ai un cursus assez différent. J'ai étudié ici au Maroc primaire et secondaire et lycée public. Je viens pas d'une famille privilégiée, mais j'ai eu le privilège et l'honneur de continuer mes études aux États-Unis avec comment on appelle ça, avec une bourse d'une université américaine. Et je l'ai fait moi-même. Mes parents, là, je suis تقاتلت وجبت واحد لابورس ومشيت les États-Unis. J'ai passé 18 ans aux États-Unis. J'ai passé 18 ans aux États-Unis et là j'ai fait mon bachelor dans les finances et puis un master en e-commerce. À l'époque, l'e-commerce venait de naître et j'étais en Californie où c'était la technologie. La technologie commençait à changer les vies de tout le monde. Donc j'ai suivi le chemin. Et puis je suis entré au Maroc parce que le Maroc a été toujours cher pour moi, toujours dans mon cœur. Je suis entré au Maroc il y a 5 ans. Et là, j'ai constitué un groupe. Dans mon expérience aux États-Unis, j'ai travaillé dans les finances. La première expérience que j'ai eue, c'était pour une grande banque d'investissement qui s'appelle Morgan Stanley. Et j'ai travaillé chez eux pendant quelques années. Et puis, j'ai réalisé que mon rêve était d'être dans les technologies. Pourquoi? Parce que la technologie change la vie, change l'humanité, a un impact très important sur l'humanité, je dirais. Donc pour moi, vraiment, la nouvelle économie est drivée par la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui est drivé par la technologie. Tout le monde ici a un téléphone. Et la plupart de vous, vous devez avoir des smartphones. Le smartphone vous permet d'être connecté. On parle de la finance. La finance, effectivement, la finance est en train de changer. Elle est en train de s'approcher du consommateur et du client. Vous pouvez faire des choses avec des applications mobiles. Aujourd'hui, vous êtes tous connectés sur Facebook. Ne me dites pas que vous n'êtes pas sur Facebook. Tout le monde est connecté sur Facebook. Vous appartenez au 3e pays du monde. Vous savez que Facebook, c'est le 3e plus grand pays du monde après l'Inde et la Chine, avec plus d'1 milliard d'habitants, qui sommes nous tous. Donc pour moi, la technologie change le monde dans la santé, change le monde dans la banque, dans l'investissement, change le monde dans la communication. Et je pense les jobs de demain vont être autour de la technologie, de l'ingénierie, mais dans plusieurs domaines. Quand je dis la technologie, ce n'est pas juste un ordinateur. Mais par exemple, le Maroc lance un programme d'énergie renouvelable. Sûrement, vous en avez entendu parler. C'est un métier de demain, l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, elle est fondée sur une technologie, soit une technologie éolienne, soit une technologie solaire. Donc, il y aura besoin dans des années, il y a besoin aujourd'hui de plusieurs profils qui ont de l'expérience ou qui ont une base autour des énergies renouvelables. Tout le Maroc se mobilise pour ça. Vous savez qu'on organise dans une dizaine de mois la COP 22 à Marrakech, qui est un événement colossal, qui est un événement mondial et qui va lancer ce chantier, qui est déjà lancé avec les projets qu'on a vus à Ouarzazate, que Sa Majesté a inauguré récemment, pour produire de l'énergie solaire. Et là, il y aura besoin de plusieurs profils pour accompagner ce développement. Le Maroc lance des initiatives autour des technologies de l'aéronautique. À Nouassar, il y a tout un écosystème autour de l'aéronautique. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut se positionner dans des domaines de demain, des domaines où tout le Maroc a une stratégie et où il y a un besoin. Parce que, comme j'ai dit, la technologie change tout ce qu'on a fait. La voiture de demain, c'est une voiture électrique.
qui s'appelle Tesla, déjà. Okay? Nos usines vont être de plus en plus informatisées et digitalisées et automatisées. Donc, il faut s'approcher plus de la technologie. Et la technologie a un impact sur tous les secteurs qu'on connaît aujourd'hui. Le premier exemple, c'est comment on est connecté aujourd'hui, comment on s'interface avec notre banque, avec nos amis, avec nos collaborateurs, à travers des applications, à travers un téléphone mobile. Voilà ce que j'avais à dire autour de ça. Bonjour à tous. Je vais vous faire passer, si vous permettez, 3 ou 4 messages importants, qui sont importants pour moi. Quand j'étais au lycée, j'ai eu mon bac en 2000. Pour revenir très rapidement sur ma petite personne, j'ai eu mon bac en 2000. Quand j'ai eu mon bac en 2000, le rêve était de devenir footballeur, surfeur, agent de joueur, designer de véhicules automobiles, etc. Quand j'y repense après 15 ans ou 20 ans, je le vois avec nostalgie, avec une pointe de sourire. C'était le bon vieux temps, c'était un peu de nostalgie. Lorsqu'on regarde les nouveaux métiers de la technologie actuellement, ce n'est pas exactement la même chose. Parce qu'à l'époque, quand je voulais être surfeur, quelqu'un de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans trouvait ça ridicule. Ça, c'est quand il comprenait c'était quoi le surf. Là, aujourd'hui, la personne de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, peut-être sait utiliser son smartphone ou son compte Facebook beaucoup mieux que vous. Donc, premier message important, pour moi, il ne s'agit pas d'un phénomène de mode. Ce n'est pas un phénomène passager qui va partir et qui va laisser une génération ou 2 ou 3 sur le carreau parce qu'elle sera dépassée à avoir mis tous ses œufs dans le même panier, à s'être intéressée à un domaine qui, dans 3 ou 4 ans, sera dépassé. Donc, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, l'objet de l'échange qu'il y a avec vous aujourd'hui, je pense qu'il est d'actualité et qu'il est surtout structurel. Ce n'est pas un sujet qui va disparaître dans quelques mois ou quelques années. Le deuxième message que je veux faire passer, c'est que les débats qu'on est en train d'avoir sont dans l'ordre normal des choses. Un grand économiste et sociologue français qui s'appelle Alfred Sauvy a développé il y a quelques années, quelques décennies, une théorie qui s'appelle la théorie du déversement. Ce n'était pas le seul à la développer, mais il était parmi ceux qui ont peaufiné un peu l'idée. C'est quoi en gros la théorie du déversement? Pour simplifier, c'est le grand-père agriculteur, le père industriel, le fils banquier ou le fils dans les services. On passe d'une génération d'activité à une autre. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre au Maroc depuis 50 ou 60 ans, avec l'exode rural. Les gens quittent les campagnes parce qu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde et parce que l'autosuffisance alimentaire, avec le développement des nouvelles technologies, fait qu'on n'a plus besoin d'autant de personnes dans les campagnes. Pour aller vers l'industrie, je vais vous donner un chiffre. J'adore les chiffres, mais je n'ai pas envie de faire ce qu'on appelle de l'infobésité, c'est-à-dire l'obésité d'information. Un exemple, au Maroc, le besoin en acier est de 1,2 million de tonnes. Le marché de l'acier est de 2,9 millions de tonnes. Il y a saturation. Des exemples comme ça, je peux vous en citer une quinzaine ou une vingtaine. Tout ça pour dire que, pour moi, c'est ma deuxième idée, l'avenir est bien vers le domaine des services. C'est pour ça que je citais Alfred Sauvy et que je citais l'exemple de la saturation des secteurs industriels. Mais, et c'est là mon troisième message, ceci dit, tous les pays du monde, jusqu'à preuve du contraire, auront toujours besoin de comptables, de pilotes, d'enseignants, de médecins, d'ouvriers, de techniciens spécialisés, de pharmaciens, de laborantins, etc. Ce n'est pas parce que ce genre de technologie ne nous parle pas ou ne nous intéresse pas que nous sommes ringards ou dépassés, ou voués à l'échec. On peut très largement faire une très 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 bonne carrière par la suite sans s'intéresser à ces domaines. Je connais beaucoup d'analphabètes qui ont des iPhones ou des Samsung, pour ne pas faire de cité de marque. Et je connais des gens très 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 brillants et qui ont des téléphones de toute première génération qui n'ont pas de téléphone du tout. Il ne faut pas, ça je pense que c'est un problème qu'on a au Maroc assez souvent, on confond le contenu et le contenant. Ce n'est pas parce qu'on parle bien qu'on a des choses intéressantes à dire, ce n'est pas parce qu'on parle mal qu'on est technicien. Parce qu'il faut voir les amalgames dans les deux sens. Il y a des gens qui parlent avec un français, par exemple, approximatif, mais ils disent « c'est pas grave parce que moi, techniquement, je suis très fort. Je suis un excellent comptable. » Ce n'est pas forcément vrai. Comme quelqu'un qui parle bien français, ce n'est pas pour autant que ce qu'il dit est intelligent. Donc déjà, au-delà de ces notions, pour moi, la notion centrale qu'il faut retenir, c'est celle de décomplexer les gens. Pas décomplexifier, mais décomplexer.
Décomplexé sur 2 volets. Le premier, c'est celui que je disais avant. Ce n'est pas parce que ce genre de métier ne nous intéresse pas qu'on est dépassé. Il faut être décomplexé avec ça. Moi, je n'ai pas de compte Facebook. Je suis complètement décomplexé avec ça, je le vis très bien. Je suis très actif sur LinkedIn. Parce qu'un réseau me plaît, l'autre réseau social ne me plaît pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Et le deuxième complexe, c'est le français, l'anglais, l'arabe, le berbère pour communiquer. Tout ça, c'est dépassé. C'est qu'est-ce qu'on a à dire et qu'est-ce qu'on n'a pas à dire. On ne va pas se comparer à des civilisations anciennes. Mais les gens qui communiquaient avec des signaux de fumée ou des pigeons voyageurs, ils ont inventé des vaccins, ils ont inventé des médicaments, ils ont sorti des livres que des gens qui ont grandi dans des iPhones ne sont même pas capables de lire. Donc il ne faut pas confondre, c'est là que je conclurai mon intervention, contenu et contenant. C'est très important. Bonjour tout le monde, on m'entend ? D'accord. Contrairement à mes collègues, je ne viens pas de la finance, mais je viens de l'économie fondamentale. J'ai fait la faculté, un master en macroéconomie monétaire et financière à l'université Mohamed V de l'Agdal. J'ai poursuivi par un doctorat en économie du développement et actuellement je suis membre fondateur et chercheur au laboratoire d'économie du développement. En même temps, je suis consultant stratégie auprès d'une compagnie de stratégie, la compagnie méditerranéenne d'analyse et d'intelligence stratégique. Alors on m'a invité pour parler de la finance et de l'économie nouvelle. Je suis quelqu'un de très critique globalement vis-à-vis de ça. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans une époque que l'on nomme la modernité. Et dans le monde de la modernité, l'information règne. Il y a un flux permanent d'informations qui proviennent de toutes parts. Et pour les économies en transition et en développement comme le Maroc, cette prise en compte de l'information, de la veille informationnelle, de la maîtrise de l'information, de son décryptage, de son interprétation et de sa capitalisation est ressentie à tous les niveaux, que ce soit au niveau du privé ou bien au niveau de l'État. Et vous n'imaginez pas le nombre d'organismes d'État qui travaillent avec des cabinets de stratégie privés, parce qu'ils n'ont pas les compétences requises pour traduire cela et pour travailler sur ce domaine-là, et donc ils ont recours de plus en plus à des cabinets de stratégie. Et même au niveau des grands projets, comme par exemple Maroc Vert ou bien Énergie solaire et tout ça, c'est des cabinets étrangers. C'est comme McKinsey, Boston Consulting Group, qui se chargent d'élaborer des programmes de développement, soit dans le domaine de l'économie verte, à laquelle le Maroc a adhéré, qui englobe les énergies renouvelables, l'agriculture non polluante, l'industrie non polluante, avec une collaboration de plus en plus importante entre le privé et entre l'État. Alors, quand j'ai dit que je suis assez critique, c'est que la modernité c'est bien, mais il faut qu'il y ait des garde-fous. Des garde-fous, c'est-à-dire des gens parce que d'un côté, on a des gens qui promeuvent et qui développent les nouvelles technologies au niveau de la finance, au niveau de l'industrie, à tous les niveaux. Mais de l'autre côté, il faut des gens qui ont du recul, parce que le problème de l'information, c'est l'immédiateté. C'est que quand il y a trop d'informations, c'est un bruit, une cacophonie. Et donc, il faut un minimum de recul pour pouvoir séquencer l'information, la traiter, l'interpréter, la capitaliser. Or, il faut encore plus de recul pour avoir une vision de moyen et de long terme, afin de déterminer les grandes orientations et quels sont les risques. Je prends pour exemple la crise financière de 2007-2008. Cette crise, elle a révélé beaucoup de failles dans ce modèle-là, ce modèle de la finance avec les hypothèses d'efficience du marché, de l'immédiateté, de la gratuité de l'information, c'est-à-dire toutes les hypothèses théoriques sur lesquelles s'est basée cette modernité-là. On a vu finalement que le modèle ne marche pas tel qu'il est et qu'il faut des garde-fous. Il faut que l'État demeure toujours présent, de manière limitée bien entendu. Il faut avoir une vision de long terme au niveau de l'économie du développement. Et au sein du laboratoire d'économie du développement, nous encourageons toutes les approches alternatives et hétérodoxes concernant le développement économique. Et tout à l'heure, mon collègue a parlé de l'aspect linguistique et culture. Là, je ne serais pas tout à fait d'accord parce que je pense que chaque culture, chaque civilisation doit développer son propre projet, son propre modèle de développement et de modernité. Et donc, quand on voit le poids de la finance, par exemple, aujourd'hui, dans une économie mondialisée, ce poids-là, il change d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, premièrement, on voit le retour des identités. C'est-à-dire par les mouvements identitaires, par un retour du phénomène religieux. C'est-à-dire qu'il y a un déracinement qui s'est opéré ces 20 dernières années dans le monde occidental, et aujourd'hui il y a une volonté de retourner à quelque chose de plus enraciné. Ce qui n'est pas forcément un refus de la modernité, mais il s'agit de réinventer la modernité.
Donc pour vous, bachelier, si vous voulez choisir une discipline relative à ces deux-là, vous avez deux choix. Soit vous choisissez des domaines relatifs à la finance, l'ingénierie financière, qui sont très mathématisés, et dont le Maroc aura besoin, énormément besoin. Vous pouvez choisir également le domaine de l'information, de la maîtrise de l'information, qui peut passer par un cursus académique, en choisissant par exemple de faire un master en économétrie, parce que l'économétrie est également une discipline qui aura beaucoup d'avenir au Maroc dans les prochaines années. Sinon, vous pouvez choisir une autre discipline qui traite le même problème, mais d'une autre manière, c'est de choisir des disciplines plus fondamentales, comme la macroéconomie. Parce qu'au Maroc, on a un déficit de macroéconomètres. C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques masters qui ont été fermés après. Par exemple, à l'Agdal, il n'y en a plus, il y en avait un, ils ont produit 2 promotions, j'étais la deuxième, 3 promotions. Après, ils l'ont fermé. Donc globalement, on a des gens qui sont très réactifs, qui travaillent dans l'immédiateté, mais on a peu de gens qui sont capables de prendre du recul et d'analyser les faits avec une large visibilité et de donner les grandes orientations à la finance, à l'innovation, et aussi bien au privé qu'à l'État. Donc globalement, je pense qu'on aura l'occasion de développer davantage. Je vous remercie. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Badr Aman. Donc comme vous, j'ai eu mon bac il y a à peu près 12 ans, sauf qu'à mon époque, on n'avait pas l'occasion d'avoir des journées comme celle-ci, où on a des gens qui viennent un peu nous aider, nous aiguiller, nous donner des petits éléments de réflexion et des informations sur ce qui nous attend. Donc je pense que c'est une très très belle initiative de la part d'El Bilia. Vous devriez être très 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 content d'avoir ce genre d'événement. Donc moi je voulais aborder avec vous 2 points en particulier. Le premier, c'est un peu par rapport à ma petite expérience professionnelle, histoire de vous dire un peu ce qui vous attend pour ceux qui veulent ou qui sont tentés par opter pour les métiers de la finance. Et le deuxième point, c'est un peu vous donner quelques petites idées sur l'importance de ce domaine et de ce secteur-là. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu mon bac il y a 12 ans, classe préparatoire, école d'ingénieur, master en finance, et ensuite je suis parti à Londres pour faire du trading, avant de revenir à Paris pour continuer dans le trading de dérivés de crédit. Et donc, en fait, à partir de cette expérience-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 axes très très importants. Le premier, c'est que le monde de la finance est un monde primordial. Aujourd'hui, le monde est dirigé par la finance. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que pendant la crise de 2008, qui était avant tout une crise financière, ça a conduit à une crise mondiale d'ordre économique, social, politique et tout ce qui s'ensuit. Donc le monde de la finance est un monde central, c'est un monde qui décide de l'avenir de nos pays et de nos civilisations carrément. Et d'ailleurs, je pense que vous le savez déjà, les personnes qui décident à Washington, ce ne sont ni les politiciens, ni les congressmen, ni les sénateurs. C'est les PDG de Goldman Sachs, de Morgan Stanley et autres grandes banques américaines qui décident de l'avenir des États-Unis. Donc c'est un monde qui est central, primordial, qui n'a pas forcément la même image ici au Maroc qu'à l'étranger, parce qu'il n'est pas forcément si développé que ça ici. D'ailleurs, c'est justement le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, on est en train de prendre un virage réglementaire et législatif qui va permettre justement au monde de la finance, à la finance de marché en particulier, de connaître un nouvel essor. Ça veut dire que dans les pays développés, je prends par exemple les États-Unis, l'Angleterre ou la France, la réglementation financière est faite de telle sorte qu'elle permet un certain nombre de transactions, chose qui n'est pas forcément possible ici au Maroc. Donc les choses sont en train d'évoluer, le Maroc est en train de prendre un virage, donc il y a de l'avenir dans ces métiers-là, mais il faut que vous preniez, il faut que vous sachiez justement l'importance de votre choix et des métiers que vous allez choisir par la suite. Et le métier de la finance est un métier très très intéressant qui pour moi est accessible à tout le monde, quel que soit votre background, quelles que soient vos études, quel que soit votre lycée public ou privé. Il suffit d'un peu de bon sens, un peu de mathématiques et tout sera bon. Alors, c'est Badr, il a essayé un peu de décomplexer la relation avec la finance, mais personnellement,
J'ai des souvenirs en lisant un certain nombre d'ouvrages. Je pense quand même que la terminologie utilisée au niveau de la finance, elle crée une certaine hostilité. Et cette hostilité se transforme in fine en frein. Quand nous parlons pour le cas marocain des SICAV, des FCP, puis ici, nous voulons prendre quelques exemples des autres places internationales, les MATIF, les MONEP, les SWAP, les FUTA. Quand nous parlons des hedge funds, etc., ce sont des concepts qui font quand même peur. Alors, voilà, c'est de poser en fait la question suivante. Est-ce que le monde de la finance est un monde qui est réservé à une élite ou au contraire, c'est un monde qui peut être ouvert au grand public? C'est-à-dire, en d'autres termes, y a-t-il des barrières à l'entrée? Si c'est le cas, si on veut raisonner en termes de profil, de qualité distinctive des bacheliers potentiels, etc., quelles sont les qualités requises pour pouvoir faire une bonne carrière dans le domaine de la finance? Alors, on va faire le tour de table. Encore une fois, on commence par Omar. Alors, il y a certainement des compétences à avoir pour faire partie du monde de la finance, mais je vous rassure, d'entrée de jeu, elles ne sont pas très sélectives. La première chose qu'il faut, mine de rien, pour travailler dans ce domaine-là, et je ne vais pas vous faire un speech à la Steve Jobs, mais c'est quand même un peu d'aimer ces métiers-là. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire un métier pendant 8 heures par jour et que vous allez passer dans votre vie plus de temps à travailler qu'à prendre du loisir, vous avez intérêt à faire quelque chose quand même que vous aimez, plutôt qu'à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Et c'est encore plus important dans le contexte actuel, simplement parce que l'industrie financière dans laquelle je travaille est en pleine mutation. Et donc j'ai essayé de citer quelques exemples en entrée de jeu. L'internationalisation, qui est de plus en plus réelle et de plus en plus palpable de la finance marocaine. On a parlé de l'introduction de la finance participative, qui va changer peut-être la face de plusieurs institutions bancaires. On peut parler de la microfinance, qui s'est développée rapidement au Maroc, qui est en train de consolider, mais qui va se développer encore plus. La microfinance, ce sont des institutions qui vont prêter uniquement aux pauvres, qui ne vont pas prêter à des grandes entreprises, qui vont prêter pour lancer des tout petits projets. Typiquement, quand on parle de microfinance, c'est une institution qui va aller faire un prêt pour une ménagère à la campagne. Pourquoi? Parce qu'elle veut acheter 2 poules et qu'elle veut commencer à produire des œufs. Donc la microfinance est en train de se développer. On a parlé de la finance climatique qui est aussi promis un très bel avenir. Donc il va y avoir un développement très important des métiers financiers autour des enjeux climatiques. Il faut de l'ingénierie et il faut de la finance derrière. Donc quand vous êtes dans une industrie comme celle-là où ça change complètement, une fois même que vous êtes une fois arrivé à entrer dans cette industrie-là, il faut tout le temps continuer à apprendre. Et ce qu'on vous a appris lorsque vous aurez fini vos études ne sera pas suffisant. Il faut tout le temps actualiser ses connaissances, il faut comprendre ce que c'est que la microfinance, la finance participative, la finance climatique, il faut comprendre des produits financiers qui deviennent de plus en plus compliqués, et puis depuis que vous avez eu votre diplôme, les produits se sont compliqués entre-temps. Donc il y a cet apprentissage qui doit être permanent, et cet apprentissage, il ne peut pas exister si vous n'aimez pas ce que vous faites. J'ai la chance d'aimer ce que je fais, ce qui m'a permis d'écrire un livre qui est paru il y a 2 ans, qui s'appelle Tout savoir sur la finance, où j'essaie justement de vulgariser un peu tous ces concepts dont on parlait, de hedge fund, de FCP, de choses comme ça. Mais si j'aimais pas ce que je faisais, je n'aurais pas réussi, je n'aurais pas eu la patience de faire un travail pareil. J'essaie d'intervenir sur les médias en faisant des chroniques pour essayer de partager la finance. Je ne ferais pas ça si je n'aimais pas fondamentalement ce que je fais. Donc la première chose pour entrer dans le milieu de la finance, c'est d'aimer ces métiers-là, d'avoir une curiosité intellectuelle pour ces métiers-là, parce que plus vous allez aimer ces métiers-là, plus vous allez lire des livres dessus, plus vous allez vous instruire dessus, au-delà de ce qu'on va pouvoir vous apprendre en école de commerce, et ce qui va vraiment vous permettre de vous distinguer. Quand un recruteur est face à un candidat et que le candidat se contente des connaissances académiques qu'il a eues, c'est quelque chose. Mais quand vous avez un candidat qui passe son temps libre à lire des livres dessus, à regarder des documentaires dessus, parce que ça le passionne, on le sent immédiatement quand on parle avec la personne. On le sent. Donc la première chose pour faire les métiers de la finance, c'est quand même d'aimer ce que vous faites. Et donc le second élément qui est quand même très important et qui revient souvent quand j'ai l'occasion d'échanger avec les étudiants, et j'essaie de le faire aussi souvent que possible, c'est cette question-là de maths. J'ai toujours la même question qui revient, je ne suis pas bon en maths, est-ce que je peux faire de la finance? C'est une question qui est fondamentale.
je vais vous dire oui, vous pouvez faire certaines parties de la finance. Il y a certaines parties de la finance, et donc je vais faire une distinction entre la finance d'entreprise et la finance de marché, mais quand vous faites de la finance d'entreprise, vous n'avez pas besoin de connaissances mathématiques surdimensionnelles. Le plus compliqué des calculs que vous faites, c'est de faire des multiplications et des divisions. Donc ça, je pense que tout le monde est capable de le faire. Donc il y a certaines parties de la finance d'entreprise, puis quand on bascule dans la finance des marchés, toute la partie qui a lieu avec l'analyse financière, qui sont abordables avec des niveaux de mathématiques qui ne sont pas extrêmement importants. Puis, il est vrai qu'il y a certaines parties de la finance des marchés aujourd'hui avec des produits qui sont devenus compliqués, où il faut avoir un background mathématique qui est plus important. Et puis, ce background est devenu tellement important, et on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, quand on parlera peut-être des diplômes, c'est que sur ces points-là, les mathématiques qu'on demande sont devenues tellement importantes qu'il faut être passé par une école d'ingénieur plutôt que par une école de commerce pour pouvoir y accéder. Mais si vous aimez la finance et que vous n'êtes pas extrêmement doué en mathématiques, ça ne vous empêche pas de faire carrière. Dans ces milieux-là, il y a des postes qui sont tout à fait compatibles avec des niveaux de mathématiques qui ne sont pas très élevés. Donc, faites ce que vous aimez et ne vous limitez pas à la peur que vous pouvez avoir par rapport à vos propres compétences. Voilà. Je suis absolument d'accord, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Ça, c'est le premier principe pour réussir dans tout ce qu'on fait. Moi, mon expérience, elle est un peu internationale. Je ne connais pas beaucoup le Maroc au niveau finance, mais mon expérience que j'ai eue aux États-Unis me dit que c'est faisable. Tu as ton diplôme en finance, tu peux rentrer dans... Il faut distinguer entre l'investissement, donc la communauté d'investissement, et la finance corporate, qui est les banques, être un DAF dans ce type de rôle. L'investissement à l'étranger ouvert, malheureusement, je pense, c'est mon avis, au Maroc, c'est réservé à un petit club. Et pourquoi ? Parce que il n'y a pas beaucoup de sociétés d'investissement au Maroc. Il y a les filiales des banques et qui sont des petites sociétés, je dirais. Vous m'entendez là ? Okay. Et elle est réservée à un petit club qui a des grandes, je dirais, des grandes études dans des grandes écoles. Mais tout ce qui est finance corporate, bancaire et tout, je pense que c'est un domaine qui va connaître de la croissance au Maroc. Le Maroc n'a pas d'instruments, je dirais, sophistiqués en investissement, comme vous avez parlé des CDOs et des derivatives et de tous ces instruments financiers assez sophistiqués qui ont mené au crash aux États-Unis et ailleurs. Mais le Maroc n'a pas cette, je dirais, on a de la chance de ne pas avoir cette maturité financière, hein, parce que si on l'avait, on aurait souffert de la même chose. Donc le Maroc n'a pas cette maturité et je pense que ça va venir doucement. Mais le marché est petit, il faut le reconnaître. Le marché financier est petit. Il y a l'initiative aujourd'hui de Casa Finance City qui est l'ambition de devenir un hub financier pour la région. C'est une très bonne initiative. Mais je ne pense pas que ça va embaucher des centaines de milliers de graduates, je dois dire. Donc de diplômés. Donc cela dit, la finance, moi, mon rêve était de devenir financier et je l'ai fait. J'ai eu ma première licence en finance, j'étais dans les meilleurs, pour moi c'était la meilleure institution financière aux États-Unis. Mais après, je me suis dit, non, c'est pas intéressant. Je l'ai essayé, c'est plus intéressant. Peut-être j'ai passé 3-4 ans dans le secteur, mais je vous dis un truc très simple, la finance, c'est la base de tout. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris dans l'université, dans mon premier parcours universitaire, me permet aujourd'hui de gérer ma société, me permet de comprendre toute la partie financière, de négocier avec les banquiers, de faire des montages financiers. Donc la finance reste le noyau de tout ce qu'on fait dans la vie. Et j'ajouterais que la finance aujourd'hui change avec la technologie. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un outil qui s'appelle Kickstarter. Okay. Et qu'est-ce que fait Kickstarter ? C'est une locomotive pour l'investissement. C'est que si tu as un projet, au lieu de voir des financiers, de voir des
des conseillers d'investissement. Tu mets ton projet sur Kickstarter et tu vas avoir des investisseurs de partout dans le monde. Donc on revient à la technologie qui est l'engin et la locomotive de l'économie nationale, pour moi personnellement. Pour l'économie nouvelle, je dois dire. C'est Hicham, oui, dans le nouveau boulot. Vous savez, il y a plusieurs moyens d'avoir un 14 de moyenne, ou 12 de moyenne, ou 10 de moyenne. Il y a celui qui travaille 2 heures par jour, celui qui travaille 8 heures par jour, celui qui travaille 1 heure par mois. Et qui s'en gargarise et qui dit « moi je travaille 1 heure par mois et j'arrive à avoir 14 de moyenne ». Vous savez, à la fin de l'année, ils ont tous leur bac avec la même mention, la même note. Donc je vous dirais, est-ce qu'il faut avoir un profil type pour arriver à faire quelque chose? Absolument pas. Parce qu'on est tous différents. Le plus important, c'est d'être éligible à certaines écoles, parce que la finance, c'est une passion, c'est vrai. C'est élitiste dans le sens où les moyennes pour accéder à certaines écoles sont relativement élevées. C'est en ce sens que c'est élitiste. La problématique liée à la finance, notamment, comme à d'autres branches, comme la médecine, etc., c'est qu'il ne faut pas se louper dans son cursus. C'est une prime à la régularité. Par la suite, le travail, les aptitudes, etc., vont faire que quelqu'un va se différencier d'un autre. Je vais même jeter un pavé dans la mare, mais il ne faudrait pas mal interpréter ce que je vais dire. Par expérience, les majors de leur promotion sont rarement très mal adaptés au monde du travail, pour plusieurs raisons. Petit 1, ils sont usés à la sortie de leur lycée ou de leur école. Pour arriver là où ils ont dû travailler beaucoup plus que les autres, nerveusement, physiquement, ils sont usés avec, a fortiori, un sentiment d'accomplissement. Mon rêve, c'était d'avoir mon bac mention très bien. Après, il y a une phase normale de décompression, alors que des personnes qui courent plus un marathon qu'un 100 mètres, qui peuvent avoir un bac sans mention assez bien, qui se découvrent le goût à quelque chose, à 23 ans, 24 ans, à 25 ans, peuvent faire des super carrières par la suite. Donc déjà, pour tous ceux qui ne font pas partie du top 5 ou top 10 de la classe, je dirais que, paradoxalement, ça peut être une bonne nouvelle. Parce que... non mais c'est vrai. Parce que vous êtes encore frais psychologiquement, vous êtes frais physiquement, et vous n'êtes pas forcément plus bête que la moyenne. Comme ceux qui sont dans le top 5 ne sont pas forcément plus intelligents que la moyenne. Donc ça, il faut bien le savoir. Mon petit 2, c'est que les séries américaines, les films américains, ont fait beaucoup de mal à des générations d'étudiants. Parce qu'on a l'impression que pour être financier, il faut être Richard Gere. Je ne sais pas, Richard Gere, ça vous parle? La série Suits, par exemple, plus récemment, etc. Il faut être beau gosse, intelligent, comprendre 5 langues. Ce n'est pas ça la vraie vie. Je peux parler par expérience, je peux citer ma personne, je peux citer certains de mes collègues. Je peux vous garantir qu'on est très loin du compte. Et que pourtant, on se débrouille et on gère notre quotidien dans des chiffres financiers de manière très simple. Je vais vous citer un dernier exemple pour conclure mon intervention. La finance... Je peux vous faire un speech de 2 heures sur le net gearing, sur les cash flows futurs actualisés et faire une dissertation d'1 heure et demie sur quel bêta choisir. Ça, c'est facile, mais c'est stupide. De même que quand je regarde un match de foot, j'ai pas envie que le commentateur me dissèque le rôle du milieu récupérateur en 3-5-2. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Si on arrive à vous parler en français ou dans une autre langue de finance, c'est parce qu'on a compris. Sinon, on va vous dire non, désolé, moi je peux pas parler, il faut que je passe... Ouvrez-moi un fichier Excel, je fais des sommes de cash flow de I à 1. Généralement, ceux qui parlent comme ça n'ont rien compris à la finance, ou à leur domaine, ou à d'autres domaines. Et enfin, juste pour vous donner un exemple pour expliciter mon propos, la finance, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, c'est juste spécifique. Moi, je serais complètement incapable de réparer ma voiture. Je suis analphabète devant ma voiture. Sans vouloir faire offense à qui que ce soit, si mon garagiste y parvient, c'est que quelque part, ça ne doit pas être très compliqué, ou du moins pas infaisable. C'est juste que lui, il est bon pour réparer des voitures. Moi, j'ai mon domaine qui est financier. Quelqu'un qui parle portugais n'est pas meilleur que moi. Il parle portugais, moi je ne parle pas portugais. Mais peut-être que j'ai d'autres domaines où je suis bon. C'est juste que c'est un domaine spécifique. Il faut complètement démystifier. Et une fois qu'on est dedans, sans être Richard Gere, acteur de la série Suits que je citais avant, on peut très très largement s'en sortir. Alors, parmi les qualités requises pour comprendre le domaine de la finance, il y a premièrement le fait d'être curieux
et d'être polyvalent. Parce que les marchés financiers, c'est un peu comme une éponge qui absorbe toutes les informations et qui puis les retraduisent, et on le voit au niveau des indices, de l'évolution des indices. Donc, par exemple, si on a un attentat sur un pipeline en Jordanie, par exemple, un pipeline de pétrole, immédiatement, on verra les répercussions au niveau du marché financier, au niveau des actions des entreprises pétrolières. Et puis, comme tout est corrélé, connecté, la répercussion d'une telle information, on la retrouve à tous les niveaux. Au niveau des taux de change, au niveau du marché de la dette, au niveau des marchés financiers, au niveau des marchés des matières premières alimentaires. Donc, pour pouvoir décoder les signaux émis partout sur la planète, il faut premièrement être curieux et deuxièmement développer dès maintenant une culture générale. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à la géopolitique, notamment dans les endroits de forte instabilité, comme au Moyen-Orient, comme en Afrique, quand on va au Nigeria, dans le domaine du terrorisme, dans le domaine de la macroéconomie, parce que quand on parle de la finance, on parle également du marché obligataire et du marché de la dette. Donc pour pouvoir décoder et évaluer l'évolution du taux d'intérêt, par exemple, de l'obligation grecque ou italienne, il faudrait être capable de décrypter les fondamentaux de l'économie de ces pays-là, en faire la différence entre le budget primaire, le budget hors dette. Donc il y a plein de nuances qu'il faut être capable d'interpréter en tant que macroéconomètre pour pouvoir évaluer le risque pour investir ou ne pas investir dans le marché obligataire ou acheter la dette de tel pays plutôt que d'un autre pays. Donc il faut être curieux, cultivé et polyvalent. Alors l'autre aspect, c'est que désormais, avec la libéralisation sur le plan juridique qui a été opérée ces 20 dernières années, on a plein de vases communicants entre les différents marchés. C'est que par exemple, quand on voit le marché des matières premières alimentaires, par exemple à Chicago, à Minneapolis, dans les grands marchés, normalement, ces marchés-là, traditionnellement, qui devraient être présents? Devraient être présents les producteurs qui veulent vendre leur production, de blé, de pétrole, de gaz, de cuivre, les métaux, tout. Et les acheteurs, les industriels, ou bien, par exemple, McDonald's, qui a besoin de grands stocks à l'avance, par exemple, de blé ou d'autres denrées alimentaires. Or, avec le temps, d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec les matières premières alimentaires ont commencé à intervenir au niveau de ces marchés pour spéculer, pour acheter puis revendre avant l'exécution du contrat. Au départ, ça ne dérangeait pas parce que ça améliorait la liquidité dans ces marchés-là. Mais comme on a parlé tout à l'heure, mon collègue a parlé de Goldman Sachs et de JP Morgan, ils ont développé des indices qui regroupent une quarantaine de produits alimentaires et de matières premières, pondérés différemment, qui permettent à n'importe qui ne connaît rien à ce marché-là d'acheter cet indice et d'investir dans le marché des matières premières alimentaires. Donc en 2007-2008, quand il y a eu l'éclatement de la bulle des subprimes, on a vu un déplacement massif de capitaux des marchés financiers qui dégringolaient vers les marchés des matières premières alimentaires. Ce qui a provoqué après la crise alimentaire mondiale de 2008-2009 et qui a provoqué des manifestations en Égypte et dans beaucoup de pays du monde et qui a été l'un des facteurs qui a accéléré la venue du printemps démocratique au Maghreb et au Moyen-Orient. Donc si je prends ces exemples-là, c'est pour vous montrer que pour pouvoir évaluer le risque à court terme, à moyen terme, à long terme, il faut être au fait des grands mécanismes et des grandes liaisons dans ce monde mondialisé dans lequel on vit aujourd'hui, pour pouvoir interpréter un signal ou une information donnée, et pour pouvoir savoir et distinguer si cette information traduit un risque ou une opportunité. Si c'est un risque, dans quelle mesure c'est un risque, comment l'évaluer, comment le traiter, comment l'anticiper. Et donc c'est là où la veille informationnelle est extrêmement importante, et sans veille informationnelle, il n'y a pas de gestion de risque possible. Merci. C'est Badr, comme réaction à l'intervention d'El par rapport aux mathématiques. Pour revenir encore une fois aux mathématiques, je sais que l'ensemble des élèves ici présents adorent les mathématiques. Vous qui êtes trader, alors c'est quoi la relation en fait entre le trading en fait, et les mathématiques? Est-ce qu'il faut être vraiment très bon en maths pour remplir cette mission? Alors justement, je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Fassal. En fait, en finance, il faut distinguer deux choses. La finance d'entreprise d'un côté et la finance de marché d'un autre. Donc la finance d'entreprise, c'est des métiers qui sont accessibles, on va dire, à plus ou moins tout le monde. Ça veut dire que vous pouvez venir de backgrounds très différents, que vous ayez fait une école d'ingénieur, une école de commerce, que vous ayez fait la fac, une licence en économie, un master en droit ou même en économie. Donc c'est des métiers qui sont, on va dire, dont l'éventail est assez large. Donc contrairement, la finance de marché, c'est des métiers qui sont, on va dire, à composante très mathématique. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un certain niveau, un niveau, on va dire, correct en mathématiques,
pour pouvoir opérer dans ce genre de secteur. Je vais vous donner un exemple. On va prendre un produit financier simple. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés financiers, ce qui se passe, c'est des transactions. C'est des gens qui achètent ou qui vendent, comme n'importe quel commerçant achèterait ou vendrait sa marchandise, ses biens, ses tissus ou autres. Sauf que là, on ne vend pas des biens, mais des produits financiers. Donc ces produits financiers, il faut leur donner un prix. Je sais que par exemple, mon iPhone, il coûte 600 €, un mètre de tissu coûte 20 dirhams ou autre, mais comment évaluer la valeur d'un produit financier? Je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple Air France ou Royal Air Maroc ou British Airways qui sait que dans un an, elle aura besoin d'acheter du fuel. Sauf qu'elle n'a pas les fonds nécessaires pour les acheter aujourd'hui. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller voir une institution financière, elle va lui dire, écoutez, aujourd'hui le baril de pétrole coûte 30 $. Moi, je veux vous l'acheter dans un an à 30 $. À combien vous pouvez vendre ce produit financier-là? La banque, elle va faire ses petits modèles mathématiques. Il y a des gens qui vont travailler dessus et qui vont lui dire, OK, ça va vous coûter 2 $. Donc aujourd'hui, vous me payez 2 $. Et dans un an, moi, je m'engage à vous vendre le pétrole à 30 $, le baril. Donc ça, c'est un exemple tout simple de calcul mathématique que peuvent faire des financiers sur les salles de marché pour donner des prix et évaluer des produits financiers. Mais en fait, au-delà de cet aspect mathématique qui vous parle plus ou moins, je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau de culture générale. Un certain niveau, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous intéressiez un peu à l'actualité, à ce qui se passe dans le monde, savoir que tout est lié, économie, politique, météo, et que toute chose a un impact sur un autre. Il faudrait que vous sachiez par exemple que l'Ukraine est un très grand pays producteur de céréales, et donc quand il y a une sécheresse en Ukraine, le prix du blé il augmente. Ou que par exemple, aujourd'hui le prix du baril de pétrole est à moins de 30 $, c'est parce que aussi il y a une suroffre de l'Arabie Saoudite qui inonde le marché de pétrole pour des raisons politiques. Donc c'est des choses auxquelles il va falloir que vous vous intéressiez pour comprendre un peu le panorama financier, économique et avoir plus d'éléments pour opérer sur ces marchés-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aussi bien la finance de marché que d'entreprise, c'est des métiers qui vous sont accessibles, pour lesquels vous pouvez vous donner les moyens d'y accéder. Il suffit de faire de son mieux et voilà. En fait, on va faire un dernier tour de table, pratiquement 1 à 2 minutes par invité, pour répondre à une dernière question. Donc, on va fusionner les 3e et 4e questions pour pouvoir donner la possibilité à la salle de poser des questions. En fait, quelle voie emprunter, quel parcours emprunter au niveau des études post-bac pour exercer quel métier, toujours en rapport avec la nouvelle économie, en rapport avec la finance, en rapport avec la nouvelle finance. C'est Omar. Alors j'aimerais juste souligner une distinction qui, à mon sens, est très frappante dans la différence qu'il y a entre les idéologies anglo-saxonnes et les idéologies d'Europe continentale, pour ne pas citer les idéologies françaises. C'est que quand vous voulez intégrer une grande banque d'affaires anglo-saxonne, vous n'avez pas besoin d'avoir fait un diplôme en finance. Et vous pouvez aller sur n'importe quel site de recrutement d'une grande banque d'affaires internationale, vous pouvez, et le vérifier, vous pouvez être candidat avec un master en droit, avec un master en sciences politiques, avec un master en histoire, avec un master en ingénierie. Ce qui compte, c'est d'avoir un raisonnement logique, donc vous passez des tests déjà en ligne, avant même d'être invité à passer les interviews, passez des tests en ligne pour juger votre degré de raisonnement logique, vous passez des interviews sur place. Et une fois que vous avez passé ça, ce qu'on cherche, c'est 2 choses. D'abord, quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui est passionné par ce métier-là, et de 2, quelqu'un qui va avoir la capacité d'apprendre. Quand vous passez dans des idéologies plus d'Europe continentale, vous avez des barrières à l'entrée. Si vous n'avez pas fait une formation finance, vous ne pouvez pas être éligible pour être appelé pour un entretien pour ces métiers-là. Donc bon, on va dire que ce qui se passe au Maroc est très tourné vers les idéologies européennes. Et donc, il faut avoir fait une formation finance. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez directement vers une formation finance. Quand on dit bonne formation finance, ça ne veut pas forcément dire une formation à l'étranger. Si vous avez la possibilité et la chance de pouvoir aller à l'étranger, tant mieux, allez-y, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez voir autre chose, vous allez grandir.
Si vous n'avez pas la possibilité d'y aller, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez très bien faire des bonnes formations ici en finance. J'ai la chance d'enseigner à l'ISCAE. Je peux vous garantir qu'on forme, je ne vais pas parler pour les autres écoles, mais je peux vous garantir qu'on forme des étudiants de très bonne qualité qui arrivent à être placés à la sortie. On a, depuis que la nouvelle direction générale est arrivée avec Madame Nadia Biaz, on a un axe de développement qui est celui d'internationaliser l'enseignement de la finance. Donc on commence à enseigner des cours en finance, de finance internationale qui ne sont plus simplement optionnels mais qui sont devenus obligatoires. Et face à ça, avant on commençait à enseigner la finance en anglais pour les étudiants de dernière année et ils se plaignaient en disant qu'ils avaient été formés pendant les 2 premières années en français et que c'est seulement à la fin qu'on leur met des modules en anglais. Donc maintenant on essaie de faire un enseignement qui soit le plus en anglais possible dès le début. Donc si vous avez la chance d'aller à l'étranger, allez-y. Si vous n'avez pas la chance d'y aller, il y a des très bonnes formations en finance au Maroc qui vont vous permettre d'ouvrir plusieurs portes. La dernière chose que j'aimerais dire avant de passer la parole, c'est que effectivement, si vous choisissez une voie qui passe par un master universitaire en finance, qui passe par une prépa, une grande école de commerce, vous serez plus amené à travailler dans des métiers qui ont rapport avec la finance d'entreprise ou avec certaines parties de la finance des marchés qui ne sont pas très mathématisées. Si vous passez par un cursus de grande école d'ingénieur, à ce moment-là, vous êtes plus amené à travailler sur quelques points de la finance des marchés, la gestion obligataire, la gestion de portefeuille, la gestion des risques, qui sont très axés en maths. Mais en tout cas, j'aimerais vous souhaiter bon courage, quelle que soit la voie que vous choisissez par la suite. Et la seule chose qui compte en fin de compte, c'est de faire ce qu'on aime. C'est tout ce qui est important. Moi, je suis pragmatique. Franchement, je pense à ce point-là, j'ai 17 ans, 18 ans, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Ou peut-être je sais. Si je sais, c'est magnifique, vous avez plus de clarté, vous avez toute la vie devant vous. Mais si vous ne savez pas, il faut rester un peu vague dans les 3-4 prochaines années. Ça veut dire aller vers un cursus ou un diplôme. Quand je dis vague, c'est général. L'économie, n'allez pas vers des choses pointues que peut-être dans 2-3 ans vous allez changer d'avis. Donc je préfère me spécialiser dans mon master une fois que j'ai plus de clarté, que j'ai découvert un peu plus ce monde-là. Mais la culture générale est très importante, comme mon cher collègue a dit. Il faut commencer à s'intéresser à des choses et s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et suivre ce qui se passe au Maroc, si vous souhaitez rester au Maroc, parce qu'il y a des axes et des initiatives très stratégiques que le pays est en train de prendre, et peut-être ça va vous donner des orientations. Donc mon conseil, c'est de rester un peu plus généraliste et suivre ce qui se passe au niveau national. Voilà. C'est une question qui est quand même lourde, parce qu'elle conditionne l'avenir de beaucoup de personnes. Moi, je vais répondre à la question par une autre problématique, qui est il ne faut pas perdre de vue, là ça fait 12 ans que je travaille, au Maroc, une des caractéristiques principales du marché du travail est une très 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 grande indigence, une très grande faiblesse de la fonction ressources humaines. Ça, il faut en être conscient, c'est le Maroc, on n'a pas de choix. Les gens qui gèrent les RH, à quelques exceptions près, ne sont pas bons. C'est-à-dire ne sont pas bons, ils raisonnent par raccourci. Donc de manière très 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 pragmatique, je vais vous dire comment fonctionne le cerveau d'un responsable ressources humaines au Maroc. C'est petit 1, l'école. On ne va pas vous dire si vous voulez être, quelle que soit la fonction que vous vouliez occuper, bien entendu à part des fonctions spécifiques, comme médecin, dentiste ou technicien spécialisé, etc., qui demandent des diplômes quand même très très liés, notamment dans les professions réglementées. En dehors de tout cela, vous allez être en ballottage très défavorable avec quelqu'un qui se postule à un même poste que vous, si vous avez par exemple le meilleur master d'une école X et que lui vient d'une école dans laquelle la discipline où vous êtes en concurrence n'est pas développée, mais son école dans sa globalité est réputée. Prendre un exemple pour mieux expliciter. Prenons une école A, sans citer de nom. Elle est très forte en finance, elle est catastrophique en marketing.
Le recruteur marocain, il va dire cette école est très bien, donc les gars qui sortent de cette école sont très bien. Il ne va pas approfondir, il ne va pas chercher. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous souhaitez travailler au Maroc, optimiser vos chances, malheureusement, il y a encore le marketing et le lobby des noms. Parce que je connais beaucoup d'écoles privées qui sont classées dans les classements en 12e, 13e, 14e. Si on regarde le pédigré, le contenu des interventions, déjà les programmes sont très bien adaptés. Les intervenants sont des personnes d'un très très grand calibre, des directeurs généraux de très grands cabinets de conseil internationaux, etc. Mais ces écoles n'ont pas le nom qu'il faut. Donc, pour ne pas vous mentir, pour ma part, si vous souhaitez optimiser vos chances, que ce soit finance ou autre, sachant que la finance poussée, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et en plus de ça, je vous dirais, est-ce que c'est la panacée, est-ce que c'est une finalité de faire de la finance poussée? Ce n'est pas, parce que ça aussi, c'est une dérive très marocaine. Petit 1, filière scientifique. Petit 2, filière économique. Petit 3, filière littéraire. Ça, c'est comme on fonctionnait il y a 30 ou 40 ans. Mais je suis désolé, c'est complètement stupide. Parce que, peut-être qu'il y a 40 ans, on avait besoin de beaucoup de médecins et d'ingénieurs. Parce qu'on avait des centaines de kilomètres en moins, on avait des ponts en moins, on n'avait pas beaucoup de choses. Là, maintenant, je suis désolé. Le service pèse pour 60% du PIB du Maroc. Bon, on a peut-être besoin de gens qui font des écoles de commerce, des licences en marketing, en recherche. Donc déjà, classifier les cursus, déjà filière scientifique, filière économique, etc. Il y a beaucoup de parents d'élèves, là je m'adresse aux parents d'élèves, qui peuvent avoir l'impression que leur enfant a raté sa vie à 14 ans. Quand il n'a pas été pris en filière scientifique, déjà c'est la fin du monde. Alors que c'est peut-être le début de quelque chose. Donc pour moi, petit 1 et petit 2, au niveau de la fonction ressources humaines, pour vous donner un conseil très pragmatique, c'est d'abord le diplôme qui compte, sachant que les gens qui vont vous sélectionner n'ont pas forcément les compétences pour déceler l'excellent diplôme caché, mais qui n'est pas très marketing ou très glamour. C'est d'abord le lobby du nom. Il faut s'orienter vers certains noms. En tout cas pour l'instant. Alors, je ne vais pas vous donner de conseils, c'est-à-dire de choix concrets à faire, parce que ça dépend principalement de vos moyens, de vos rêves et de votre parcours, c'est-à-dire quelle école vous allez faire. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de développer dès maintenant votre polyvalence et votre culture générale, et de ne pas vous laisser emprisonner dans une hyper-spécialisation. C'est-à-dire, peu importe la discipline que vous choisissez, que ce soit la finance, l'économie internationale, le commerce, la macroéconomie, quoi que vous fassiez, rien ne vous intéresse, rien ne vous empêche de vous intéresser aux autres disciplines, parce que tout est connecté aujourd'hui. Il n'y a plus d'étanchéité entre les différentes disciplines. Tout est interconnecté et c'est ce qui vous permettra de vous distinguer de la concurrence au niveau du marché du travail. C'est votre polyvalence, votre capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire. Parce que, je ne sais pas, vous avez eu une table ronde du management tout à l'heure, je crois. Il y a également une discipline très importante qui est le management interculturel. Parce qu'avec la mondialisation, avec les grandes multinationales, vous serez peut-être amené à travailler avec des gens de différentes cultures. Et chaque culture a sa propre aversion pour le risque, sa propre projection dans le temps. C'est-à-dire, il y a des cultures de long terme, des cultures de court terme. Tout à l'heure, mes collègues ont parlé du monde anglo-saxon et de l'Europe continentale. À l'intérieur de l'Europe continentale, on peut opérer des divisions. Donc il faut bien être capable de distinguer ces nuances et de savoir travailler dans une synergie globale avec différentes cultures. Et pour rester dans le domaine de la finance, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut développer votre culture générale et votre polyvalence aujourd'hui. Et il ne faut pas que ce soit une besogne ou une obligation de vous intéresser au cours du pétrole ou au cours de l'or, mais il faudrait que à force de le faire, vous y trouviez un intérêt. Parce qu'après, ça devient intéressant, parce que plus on comprend un phénomène, plus on en retire de la joie. Et moins on comprend, plus on a de l'angoisse, plus on a de l'anxiété. Donc, mais ça demande de la pratique. C'est-à-dire qu'il faut suivre des buts, essayer d'interpréter, d'établir des corrélations entre différents événements. Après, petit à petit, vous allez développer ce qu'on appelle une grille de lecture ou un prisme à travers lequel vous allez voir tous les autres phénomènes, peu importe le métier que vous allez faire et peu importe le cursus que vous allez faire. Voilà, merci. Alors à la question quel type d'études faire pour pouvoir accéder au métier de la finance, je pense déjà qu'il n'y a pas de cursus typique. Je vous donne mon exemple personnel. Donc moi je suis ingénieur civil des mines, donc absolument rien à voir avec la finance, encore moins la finance de marché. Donc l'avantage justement qu'il y a aussi bien dans les écoles d'ingénieurs françaises et marocaines ou dans les écoles de commerce françaises et marocaines, donc je pense que la plupart d'entre vous
seront dans ces systèmes-là et que bon, forcément très peu vont aller dans des systèmes anglo-saxons, donc la majorité sera dans des systèmes d'Europe continentale. Je pense que les formations sont assez généralistes, donc déjà ça vous laisse suffisamment de temps pour décider de quelle spécialité vous voulez faire, et le choix n'est jamais définitif. Ça veut dire que vous pouvez être ingénieur en informatique et finir par exemple sur des chantiers à gérer la conception de chemins de fer ou autres. Donc moi je pense que vous pouvez dès à présent penser à votre avenir, au métier que vous voulez faire, mais l'essentiel c'est que vous choisissiez quelque chose dans laquelle vous pouvez être bon, dans laquelle vous pouvez exceller, et pas forcément choisir quelque chose qui vous plaît, parce qu'on a tous voulu être, comme il a dit, joueur de foot ou autre, mais bon, moi je savais que je pouvais pas être bon au foot, donc j'ai pas fait ce choix-là. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance, bon courage, et je vous dis, battez-vous jusqu'au bout. Pardon, il nous reste exactement 10 minutes qu'on va essayer de répartir de manière équitable entre la salle et nos chers invités. Donc on va accorder à la salle 5 minutes pour poser 3 ou 4 questions, et puis on va accorder 1 minute à chacun de nos invités pour réagir à vos interrogations. Micro s'il vous plaît. Vous vous présentez et vous posez votre question. Essayez d'être direct s'il vous plaît. Bonjour, je me présente, je m'appelle Imen Akdjemir, bachelière Sciences Éco à Ilbilia. J'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est quels sont les métiers qui vont le plus recruter dans les 5 années à venir et ailleurs, en France par exemple? Et est-ce que le financier de demain doit être aussi un expert en informatique pour percer dans les métiers qui se profilent à l'horizon de 2020? Question Merci. directe, merci Imen. Deuxième question. Présentez-vous et posez votre question. Bonjour, je m'appelle Ala Nassim, je suis bachelier scientifique. Vous le savez tous, le risque est un facteur très important en finance. J'ai entendu parler d'actuariat. Je voudrais savoir ce que c'est, le parcours qu'il faudrait faire et éventuellement les débouchés que ça offre. Merci. Troisième question. Il y a une question de la petite. Bonjour, je suis Sherkawi Oumeima. Alors ma question est très directe. On parle souvent de grandes écoles de commerce, que ce soit en économie, que ce soit en ingénierie. Peut-être qu'on oublie un peu la faculté publique. Alors ma question est la suivante. Quel est le rôle de la faculté publique, la valeur de son diplôme, et comment un étudiant dans la faculté publique peut valoriser son diplôme par rapport aux autres débouchés de grandes écoles? Merci, merci ma fille. Quatrième question. Quelle est une question, Naya? Merci. Bonjour, je m'appelle Rim, je suis en terminale Sciences Maths B et j'aimerais devenir PDG. Quel est le parcours scolaire que je dois suivre pour arriver à mes fins? Merci. Merci, mademoiselle. Alors, une cinquième, une dernière question peut-être. Bravo. Ah ben, c'est bon, il ne reste plus de questions? Alors, c'est Omar. Alors sur la première question, Imen, c'est ça? Je vous remercie beaucoup pour votre question parce que c'est un des points que je n'ai pas eu la chance d'aborder tout à l'heure. C'est ce point très clé de l'informatique. Aujourd'hui, les mathématiques et l'informatique, ça va de pair. Et comme la finance se complique, on a besoin de modèles mathématiques plus complexes pour tenir compte de ces produits-là, pour pouvoir les valoriser, comme notre collègue l'a si bien expliqué tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, faire des maths et être capable d'écrire une équation à dérivée partielle au 4e degré sur un bout de papier et ne pas avoir les outils informatiques pour la résoudre instantanément, ça ne sert à rien. Mais avoir l'informatique aussi et ne pas comprendre les processus mathématiques qu'il y a derrière, ça ne sert à rien non plus. Et je pense très sincèrement que l'une des clés aujourd'hui pour bien réussir dans la finance, c'est d'avoir une très forte compétence en informatique. C'est quelque chose qui est devenu clé. On vous apprend à l'école de commerce, par exemple, comment faire une analyse financière. Tant mieux.
Sauf que le problème, c'est que lorsque vous commencez à travailler et que votre directeur arrive le premier jour et qu'il vous donne un pavé avec 80 entreprises à analyser en 2 jours, si vous n'êtes pas capable d'utiliser un outil informatique et d'automatiser votre travail, vous n'y arriverez jamais. Et donc, l'informatique, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est peut-être développé comme il faut en grande école de commerce, en grande école d'ingénieur ou dans des formations de type ingénierie, mais quand vous êtes passé par des cursus qui ont trait à l'économie et à la finance, particulièrement en école de commerce, on ne développe pas chez les étudiants beaucoup cet aspect-là fondamental qui est celui de l'informatique, et ce manque-là, on s'en rend compte réellement que le jour où on commence à travailler, donc c'est quelque chose de fondamental sur lequel il faut travailler à mon sens en permanence. Pour terminer votre question, par rapport aux métiers qui vont le plus se recruter, il faut comprendre quelque chose aujourd'hui, c'est que le financement d'une économie, il vient d'un côté de ce qu'on appelle le financement bancaire, donc ce sont des banques qui donnent des crédits, et lorsque l'économie se développe suffisamment, c'est le cas de plusieurs pays développés aujourd'hui, on a cette part du financement bancaire qui commence à baisser, et on a le financement par les activités de marché qui commencent à devenir importantes. Les activités de marché, ça veut dire que c'est par exemple la bourse, c'est les émissions d'obligations, de produits obligataires. Donc aujourd'hui, l'économie marocaine est dans une situation où le cœur de son financement vient du financement bancaire. Donc ça fait que l'écrasante majorité des métiers de la finance, ils sont dans le secteur bancaire. Ils sont dans le secteur bancaire, ils sont dans la banque de détail, ils sont dans la banque d'entreprise qui donne des crédits, que ce soit des crédits à l'investissement, des crédits de trésorerie sur le très court terme, qui a un contact avec l'entreprise, qui suit son développement, qui répond à ses besoins. Donc il y a beaucoup de métiers là, de postes, puisqu'on raisonne en termes de postes, en termes de nombre de postes. Il y a beaucoup de postes dans cette partie-là bancaire, mais la partie finance de marché et financement par le marché est tellement amenée à se développer, et c'est quelque chose de fondamental pour le développement de l'économie, qu'il va y avoir de plus en plus de postes de ce côté-là aussi qui vont venir. Et donc je pense qu'il ne faut pas se poser la question de savoir où est-ce qu'il y aura le maximum d'emplois pour démarrer. Il faut déjà commencer, pour y aboutir, il faut déjà commencer avec une formation qui est généraliste en finance, qui vous ouvre toutes les portes. Et puis, arriver à la fin de votre formation, vous verrez à ce moment-là, là où il y a des opportunités, et vous verrez que tout mène à Rome et que les portes sont interconnectées, puisque si vous démarrez dans une partie de la finance, vous pouvez par la suite accéder à une autre partie de la finance. Vous avez été directement interpellé, c'est Ali, comment devenir président-directeur général? Je vais répondre par cette question-là à la demoiselle qui veut devenir président-directeur général. Je pense que si c'est ce que vous souhaitez faire, ça va venir vous chercher. Il ne faut pas le chercher, ça va venir vous chercher. C'est un cirque, c'est une expérience que vous allez vivre qui va vous mener à devenir PDG de quelque chose. Ça peut être PDG d'une pharmacie, ça peut être PDG de 5000 personnes ou 10 000 personnes dans une société comme l'OCP ou autre. Mais il faut avoir des prérequis. Pour moi, un bon PDG, c'est quelqu'un qui a du leadership. Vous connaissez ce mot, bien sûr. Et c'est vraiment... et ça, c'est dans le sens complet d'un PDG. C'est vraiment quelqu'un qui sait faire adhérer les gens à sa vision, à comment il voit sa société ou son entreprise évoluer dans le temps. Et il sait adhérer les gens autour de lui, il sait créer un écosystème avec les employés, qui ne sont pas des employés, qui sont des collègues dans le sens de leadership, qui sait créer un écosystème autour des partenaires, les fournisseurs et les clients. Okay? Donc ça va venir chez vous si vous souhaitez faire ça. C'est une responsabilité très très importante parce que vous êtes responsable de tout et vous êtes, l'entraîneur qui fait adhérer toute l'équipe pour gagner des matchs tous les jours. Donc je l'espère pour vous parce que c'est magnifique comme expérience. Je reviens à la question de la demoiselle, les secteurs de demain. Pour moi, les secteurs de demain sont autour des axes ou des initiatives stratégiques qu'il y a au Maroc aujourd'hui. Il ne faut pas réinventer la roue. Bien sûr, si vous avez la clarté de ce que vous voulez faire dans la vie, vous voulez devenir médecin,
On a toujours besoin de médecins, on a toujours besoin de comptables, on a toujours besoin de financiers, on a toujours besoin de plein de professions. Mais si vous souhaitez accompagner le développement qui se passe au Maroc aujourd'hui, il est autour de quelques secteurs stratégiques pour le Maroc. Notamment, il y a un programme qui s'appelle le programme Émergence pour tout ce qui est offshoring. Il y a les énergies renouvelables qui commencent à se développer au Maroc. Il y a de la technologie, il y a de l'investissement et de la finance autour de Casa Finance City qui est un écosystème qui est en train de se créer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment comprendre où va le Maroc dans les 5-10 prochaines années et essayer d'accompagner ça pour qu'une fois vous terminez, Inch'Allah, vos études, vous serez prêts pour des postes qui seront disponibles. Parce que si on mise sur des professions qui vont plus exister dans quelques années, on a fait le mauvais choix. Donc aujourd'hui, c'est stratégique. Il faut réfléchir comme ça. C'est comme une stratégie d'une société. Moi, je ne veux pas me développer sur des métiers. Pour moi, ma société, je veux la positionner sur des métiers d'avenir, sur des métiers qui vont se développer dans les 10, 15, 20 prochaines années. Pour vous, votre cursus, vous devez avoir la même approche. Où sera le Maroc dans 5 ans? C'est là où vous aurez votre diplôme. 4-5 ans minimum. Donc, le Maroc, je pense, dans 4-5 ans, sera leader dans les énergies renouvelables. Ça, je vous le dis. Okay? C'est une vision nationale. Le Maroc sera leader régional dans la finance, avec Casa Finance City et ce qui se passe aujourd'hui avec les banques marocaines qui sont en train de se développer vers l'Afrique. Aujourd'hui, Tijal et Wafa, la Banque Populaire, la BMCE, ils ont toutes des filiales partout en Afrique. Moi, je vais vous donner un petit créneau que je connais très bien et où je trouve qu'aujourd'hui, il y a un énorme besoin en termes de talent et on ne trouve pas. C'est ce qu'on appelle la monétique. Okay? Le Maroc est très reconnu dans le monde aujourd'hui par tout ce qui est système de monétique. Et c'est quoi la monétique? C'est les systèmes qui font tourner les banques. Quand vous allez dans un guichet de banque et vous mettez votre carte, il y a derrière des systèmes informatiques qui tournent, qui vous permettent de retirer de l'argent. Ce métier-là, on l'appelle la monétique. Et le Maroc, aujourd'hui, avec des sociétés comme HPS, M2M, S2M, est devenu leader régional dans ces métiers-là. Et ces sociétés ont toujours besoin de profils. Ils se développent. HPS vend à plus de 30 pays dans le monde. Donc, il faut avoir une approche plus stratégique. Voilà. Je vais essayer de répondre aux 5 questions. Pour moi, il y a 5 questions, parce que la question de monsieur, il y avait 2 volets, il y avait risque et actuariat. Je vais commencer par ma réponse à la première question. Quels sont les métiers qui recrutent dans 5 ans? Ma réponse est, on s'en fiche. Je vais vous répondre. Pourquoi on s'en fiche? Parce qu'il y a un siècle, les métiers qui recrutaient le plus, ça devait être dresseur de pigeons voyageurs. Il y a 20 ans, ça devait être gérant de Minitel. Il y a 10 ans, c'était gérant de téléboutique. Vous avez le risque, si c'est ça votre approche, de vous orienter vers des domaines qui sont très 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 d'actualité aujourd'hui, qui seront complètement dépassés dans 5 ans. Et si vous rentrez, supposons dans le meilleur des scénarios, vous suivez la filière que vous voulez suivre et vous arrivez à intégrer le marché du travail dans ces métiers-là. Si c'est des métiers qui sont basés sur une bulle, qui au bout de 10 ans plus tard va disparaître, si vous devez changer d'employeur par exemple, est-ce que vous allez trouver un marché ou pas? Ma réponse, c'est pas de vous dire choisissez la sécurité, il faut être enseignant ou médecin parce qu'on aura toujours besoin d'enseignants ou de médecins. Mais en tout cas, il ne faut pas partir avec la vague de ces nouveaux métiers et s'oublier, se cloisonner dans un petit microcosme parce qu'après c'est très très dangereux. Il y a quelques années, pour citer un exemple d'une école d'ingénieurs connue au Maroc, parmi les orientations les plus prisées, c'était ce qu'on appelait génie informatique. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'on avait la bulle informatique à l'époque qui montait. L'informatique est utilisée aujourd'hui. La bulle n'a pas disparu. Mais il y avait peut-être un trop fort développement vers ce secteur-là. Et il y avait beaucoup d'ingénieurs informatiques qui ont été obligés de suivre des cursus à côté, de se redéployer et de découvrir de nouvelles compétences pour pouvoir se redéployer sur le marché du travail. Donc moi, si je devais donner un conseil, il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas un concours. Vous ne devez pas choisir les métiers qui recrutent le plus. Parce qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde dans d'autres métiers. En tout cas, ce n'est pas fermé à tout le monde. Donc ça, c'est ma première réponse. Pour la question sur le risque et l'actuariat, je vais prendre un exemple très simple, parce que c'est des sujets très simples. Sportif.
Si vous regardez sur un site de Paris, posez 10 euros sur une équipe. Barça contre Levante. 10 euros, Barça gagne, vous avez 10,50 €. Levante gagne, vous avez 50 €. C'est ça le risque. La probabilité que Levante batte le Barça est plus faible. Il y a un risque supérieur, vous êtes plus rémunéré. Vous posez de l'argent sur quelque chose qui est très peu risqué, les gains suivent. De même que quand vous investissez au Maroc sur un bon du Trésor, il est sécurisé par l'État. S'il est sécurisé par l'État, le risque de défaillance est quasi nul. Vous misez sur un fonds capital equity, sur de la microfinance au Pakistan, sans aucune garantie sécurisée, ça peut vous rapporter du 15%. Il faut trouver l'équilibre entre ce que vous êtes prêt à mettre, ce que vous êtes prêt à gagner. Le risque, c'est aussi simple que ça. L'actuariat, si je devais le résumer, c'est quand même indissociable de l'assurance. Actuariat, c'est le monde est un éternel recommencement. Ce qui s'est passé il y a 20 ans va revenir. Et ça, on le voit dans les cycles, etc. C'est quoi l'actuariat? C'est comprendre ce qui s'est passé sur les 15 dernières années pour essayer de développer des modèles mathématiques et comprendre aujourd'hui, sur la base d'un portefeuille de risques par exemple, ce qui risque de se passer. Je vais vous donner un exemple. Sur les 20 dernières années, il y a eu un tsunami et 3 séismes. Je dis n'importe quoi. Cette année, il n'y a rien. Si je suis sur un circuit de développement, un cycle à développement long, je vais prendre l'exemple d'une épargne-retraite. Épargne-retraite, vous cotisez pour vos enfants. Au bout de 20 ans, vous récupérez un pactole qui est rémunéré. Mais il faut savoir que quand on souscrit à ce genre de contrat, il y a une assurance derrière. Parce que si, par exemple, celui qui cotise décède ou est en situation d'incapacité, la cotisation qui est constituée est servie aux ayants droit. Ça veut dire que les ayants droit vont avoir exactement le montant qui aurait été le fruit d'une cotisation pendant 20 ans. C'est un risque que prend la banque. On va voir sur une telle catégorie de population quelle est la probabilité qu'il y ait un accident mortel pour celui qui cotise à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, les facteurs de risque, le risque qu'il perde son emploi. Et ça, on le fera en se basant sur ce qui se faisait il y a 20, 30 ou 40 ans, parce que sur des générations aussi courtes, il n'y a pas une révolution des habitudes de comportement, etc. Il y a peut-être une espérance de vie qui augmente de quelques mois, etc. Mais ça n'a pas été totalement révolutionné. Donc pour moi, l'actuariat, c'est comprendre le passé pour anticiper l'avenir. Sur la question de la faculté et de sa place, c'est un vaste débat. Peut-être pas, qui devrait peut-être faire l'objet d'une conférence à lui seul. Je suis vraiment pas dans la langue de bois. Donc je ne vous dirai pas que la faculté est l'avenir de l'humanité, etc. Sinon, je devrais être ministre. Donc je ne vous dirai jamais ça. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la faculté, mais ce n'est pas que au niveau politique. Il y a aussi, je peux vous garantir, j'ai dû faire passer une 50aine d'entretiens l'année dernière pour recruter 3 postes. J'ai dû avoir, c'est l'effet de masse aussi, l'effet de nombre, statistiquement. Il y avait 30 personnes de la fac, 10 personnes de l'ISCAE, 5 personnes de l'ENCG, etc. C'est aussi le reflet en nombre de l'effectif de chaque promotion. Ce qui me faisait mal au cœur, c'est qu'il y avait beaucoup de gens en faculté qui avaient des idées géniales, des idées vraiment géniales. Il y avait 2 écueils, 2 problématiques principales. La première, c'est faire passer le message. Ça, c'est malheureusement très marocain et très français. On va privilégier quelqu'un qui s'exprime d'une certaine manière. Alors que dans une culture américaine, c'est pragmatisme. Telle personne va générer tel d'argent, c'est ce qui nous importe. Qu'il soit méchant, qu'il soit mal habillé, qu'il ne sache pas parler, on s'en fout complètement. Malheureusement au Maroc, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, la faculté produit encore de bons éléments. Ça, je l'ai vu en entretien. Par contre, le nombre de bons éléments qui sont produits régresse. Donc il y a un panier, peut-être, je ne peux pas le chiffrer, 20, 30 ou 40 par promotion, par filière, qui sont exceptionnels, qui sont vraiment très très bons. Malheureusement, le reste, ce n'est pas forcément au même niveau. Donc pour vous répondre très basiquement, il y a une problématique qu'on voit, et il y a une grosse problématique aussi d'inadéquation entre ce qui est enseigné à la faculté et le monde professionnel. Parce que si on se base sur des programmes d'économétrie à des théories dépassées depuis 45 ans et qu'on demande aux gens de travailler sur un marché de l'emploi sur la base de ces théories, il y a un problème. Donc là, je ne peux pas forcément répondre, je ne suis pas politique, mais je dirais que oui, effectivement, on ne va pas se mentir, il y a une problématique liée à la faculté. Enfin, sur la question de comment devenir PDG, je dirais que la question en soi révèle et reflète du cran. Et pour moi, on ne peut pas être PDG si on n'a pas du cran. Parce que pour être PDG, il faut avoir une idée, il faut se lancer.
Il y a des gens qui étaient très très bons dans le salariat. Il était directeur général. Un directeur général est un salarié, il ne faut pas l'oublier. Il gagne peut-être quelques centaines de milliers de dirhams ou quelques dizaines de milliers de dirhams, mais ça reste un salarié. Et il se dit non, moi je veux être entrepreneur. Il a eu le cran de tout laisser tomber avec ses avantages, avec son rang social, etc. Et se redevenir PDG en ne se servant pas de salaire ou alors en se donnant de temps en temps une rémunération égale à 1 ou 2 SMIC. C'est ça aussi un PDG. Pas croire que le PDG qui passe dans les films, etc. Donc c'est beaucoup d'efforts, mais c'est avant tout du cran. Parce que tous les PDG qui ont réussi auraient pu être d'excellents directeurs généraux de société avec beaucoup moins de tracas, beaucoup moins de problématiques de recouvrement, beaucoup moins de problématiques d'appel d'offres, etc. Ça aurait été des salariés dans leur confort. Donc pour moi, PDG, oui, il faut d'abord avoir du cran et je pense que vous l'avez, donc c'est bien. J'aimerais répondre concernant la faculté, parce que j'en viens de la faculté marocaine. Je ne vais pas parler de l'étranger. Alors, effectivement, il y a une image négative au niveau du privé, quant aux éléments produits par la faculté. Alors, bon, c'est un plan purement technique. L'un des moyens de compenser cette image-là est de multiplier les stages. C'est-à-dire tout au long du cursus universitaire, chaque été, c'est-à-dire ne pas se restreindre uniquement à la 2e année du master où c'est obligé de faire un stage, mais commencer dès le départ, dès la première année, 2e année. Les étés, les gens partent en vacances, vous faites un stage. C'est l'un des moyens de compenser cette mauvaise image qu'a le privé de la faculté. Alors il y a un autre facteur, c'est qu'effectivement, il y a actuellement encore de très bons profs à la faculté qui produisent de très bons éléments, mais la nouvelle génération de profs qui est en train de monter, je ne veux pas être méchant, mais ils sont loin d'égaler les professeurs que j'ai eus. Qui partent à la retraite maintenant. Là, c'est effectivement des problèmes, d'où peut-être la régression du niveau qui a été observé au niveau du recrutement des éléments de la faculté. Alors, l'autre problème relatif à la faculté est propre à vous, c'est-à-dire que quand vous entrez dans la faculté, il n'y a pas cet encadrement quasi militaire que l'on retrouve dans certaines grandes écoles. Il y a un sentiment de liberté, un sentiment d'ivresse, et on peut s'y perdre. C'est-à-dire si vous n'établissez pas une discipline qui vous est propre de travail, de recherche, d'approfondissement des connaissances, et si vous vous limitez uniquement à ce qui est dit dans l'amphi, vous n'irez pas loin. Non, la fac, c'est un vrai chantier, il faut vraiment remonter les manches et travailler durement. Sinon, il y a plein de gens qui ont un master, mais qui n'ont aucun niveau du tout, parce qu'ils ne font que reproduire ce qu'il leur est donné dans les amphis. Alors, mais la faculté est avant tout un thermomètre, c'est-à-dire pour les nations. Ça permet d'évaluer le niveau d'intelligence d'une nation. Il ne faut pas le sous-estimer. Peut-être que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'efficacité au niveau du marché du travail, mais c'est le cerveau profond de chaque nation. Parce que tout à l'heure, ça a été dit, qui dirige le monde aujourd'hui? C'est les financiers, JP Morgan, Goldman Sachs. Mais il n'y a pas que les financiers. Il y a également les think tanks aux États-Unis. Et là, il n'y a pas de financiers, il n'y a pas d'ingénieurs. Quand on voit Noam Chomsky, enfin pas Noam Chomsky, quand on voit Zbigniew Brzezinski, quand on voit tous les grands intellectuels américains qui conseillent le Parti républicain ou le Parti démocrate, qui conseillent les sénateurs qui décident de la politique étrangère des États-Unis, on ne trouve pas de financiers, on trouve des intellectuels, on trouve des gens qui sont issus de grandes universités américaines, de grandes universités britanniques. C'est eux qui décident des grandes orientations du monde. Et c'est eux qui divisent le monde, c'est eux qui font les guerres, c'est eux qui font l'épée. Après, les financiers également, c'est-à-dire contribuent. Il y a une pluralité de dimensions. Donc, caser l'université comme ça, je ne sais pas. Je trouve que l'université doit être réinventée, oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle fonctionne comme elle fonctionnait depuis 40 ans, mais il ne faut pas la soumettre au marché. C'est-à-dire que la faculté ne doit pas produire des éléments pour le privé, elle doit produire des éléments pour l'État avant tout. Voilà. C'est-à-dire des cadres étatiques, des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent, mais également pour le privé qui s'inscrit dans le long terme. Il a également besoin d'éléments qui ne sont pas peut-être efficaces comme des ingénieurs ou des gens de grandes écoles, mais qui ont une vision, qui ont un recul, qui ont une capacité d'analyse, qui ont une pluralité de grilles de lecture qui pourraient être utiles. Merci. Alors justement, pour revenir sur la question de la place de la faculté marocaine en marché du travail, je pense que c'est une très très bonne question. Et moi, je vais vous y répondre très sincèrement. La fac marocaine a toute sa place dans le marché du travail. Et je vais vous donner 2 exemples simples de personnes sorties de la fac qui ont des métiers dans le milieu de la finance, des métiers très très reconnus. Premier exemple, droit des affaires. C'est parmi les métiers les plus rémunérés dans le milieu de la finance. C'est des personnes qui se déplacent 2 semaines et qui peuvent partir avec 100 000, 200 000 euros dans la poche en ayant rédigé 2-3 actes en 5-10 minutes. Deuxième métier, par exemple, c'est économiste spécialiste en, entre guillemets, géopolitique.
toutes les décisions stratégiques des banques, des groupes financiers sont décidées par des personnes qui ont un niveau très 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 élevé en économie, qui arrivent un peu à cerner toutes ces problématiques au niveau du monde, au niveau de la géopolitique, au niveau des relations internationales, et qui arrivent à donner une opinion et des stratégies que les banques vont suivre. C'est elles qui vont dire par exemple à la banque, OK, à partir d'aujourd'hui, on va investir pendant 10 ans dans le marché immobilier en Floride. Pourquoi? Parce que d'après nos estimations, d'après ce qu'on a pu un peu anticiper, on dit que tel marché va être porteur dans les 10 prochaines années. Donc, voici 2 exemples de métiers, de personnes sorties de la fac qui peuvent trouver largement leur place dans les métiers de la finance, sans même parler des autres métiers, que ce soit en chimie ou en physique. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça pour vous dire qu'il n'y a pas de cursus typique pour accéder au métier de la finance. Je connais personnellement une personne qui a fait un doctorat en physique et qui a été recrutée par une banque américaine pour modéliser mathématiquement les fluctuations des défauts d'entreprises aux États-Unis. Ça veut dire que cette personne, elle va utiliser son background physique, tout ce qu'elle a fait pour étudier les ondes électromagnétiques et autres, pour essayer de produire et formuler un modèle qui va leur permettre de prévoir justement combien d'entreprises vont faire défaut aux États-Unis, combien de personnes vont faire défaut, comment est-ce qu'on peut modéliser tout ça et comment est-ce qu'on peut anticiper ce risque-là. Donc, les personnes issues de la fac ont toute leur place, mais tout dépend d'eux. C'est Badr, en parlant du droit des affaires, vous me passez le témoin justement pour annoncer la thématique de la 3e table ronde qui sera dédiée au métier des relations internationales et du juridique. Nos chers invités, c'est Omar, c'est Ali, c'est Hicham, c'est Rachid, c'est Badr. Mille merci en acceptant notre invitation. Vous avez témoigné du fait que vous êtes de bons Marocains. Vous vous êtes mis au service de ces jeunes assoiffés justement d'informations pour prendre des décisions, vous le devinez, qui ont un caractère stratégique. En fait, à El Bilia, nous réalisons de belles entreprises au niveau du lycée. Il y a un certain nombre de concours, pour ne citer que l'économiste elbilien, qui est une présentation d'un certain nombre d'ouvrages d'économie sous forme de pièces théâtrales. Alors, la foire aux idées, à travers ce concours, on essaie de développer l'esprit d'entreprise et faire aimer l'entrepreneuriat aux jeunes. Et puis, un autre concours qui porte sur le jeu, en fait, le jeu d'entreprise, effectivement, pour voilà, que nos enfants mettent un peu leurs connaissances à l'épreuve. Alors nous comptons, ou nous souhaitons vous compter parmi nos personnes ressources, alors et pour toutes ces activités et pour les prochaines éditions des JVE. Merci 1000 fois.